deuxième partie de ce chapitre sur le premier principe de la thermodynamique. Eh bien, on a vu les transformations de gaz parfaits, on a vu les changements d'état. Il nous reste le plus important pour les thermochimistes que nous sommes, c'est-à-dire l'application aux réactions chimiques. Eh bien, ce que je vous dis de suite, c'est que l'énergie échangée au cours d'une réaction chimique sera aussi appelée chaleur de réaction. Et du égale delta Q moins P extérieur dV, dH égale du plus D de PV, et la température est supposée constante. Vous vous souvenez, on a fait un petit paragraphe dans le chapitre Introduction à la thermodynamique où on évoquait ce paradoxe de la température du système qui change alors que la réaction est supposée se dérouler à température constante. Eh bien ici, on va imaginer deux possibilités, on va simplifier un petit peu les choses, on va imaginer seulement les possibilités où T et P d'une part seront constantes, ou bien que T et V vont garder la même valeur. Donc les deux cas, on va considérer les deux cas l'un après l'autre. T et P constantes, T et V constantes. Donc ici, on commence par le cas où T et V sont constants. Si T et V sont constants, on a du égale petit delta Q moins P extérieur dV égale delta Q, forcément, puisque dV est égal à 0, si le volume est constant. Donc cela revient à dire que la chaleur de réaction échangée à volume constant est égale à la variation d'énergie interne du système au cours de la réaction. Mais elle peut aussi s'écrire, cette réflexion que je viens de vous faire peut se traduire mathématiquement par delta U égale Q RV, le R pour réaction et V volume constant. Ou en reprenant delta RU égale DU sur dxi égale delta Q RV sur dxi, comme ceci, ou encore delta Q RV, petit delta Q bien sûr, égale delta RU dxi, ou encore QRV égale xi delta RU. Je vous ai mis cette formule en rouge parce que c'est une formule qui est très souvent utilisée quand on fait de la thermochimie et qu'on parle de réaction à volume constant. Maintenant, si je prends le cas où les températures et pression sont constantes toutes les deux, eh bien je vais partir de dH égale du plus D de PV. Avec pression constante, il va me rester donc le VdP va disparaître et je vais donc avoir delta Q moins P extérieur dV plus D de PV comme ceci que je développe. Et donc j'arrive à D de PV égale P extérieur dV plus VdP extérieur. Donc cela revient à dire que VdP extérieur est égal à 0. Je rentre tout ça dans l'expression précédente et j'arrive à dH finalement égale delta Q RP, où la chaleur de réaction à pression constante est égale à la variation enthalpie du système au cours de la réaction, ce qui revient à dire delta H égale QRP, ou encore, comme on l'a vu pour la variation d'énergie interne, on va le refaire ici pour la variation enthalpie. Delta RH égale DH sur dxi égale delta de QP sur dxi. Delta de QRP égale delta RH que multiplie dxi. Ou encore QRP égale xi delta RH. Donc voilà une deuxième expression qui va être extrêmement importante lorsque vous aurez à traiter des exercices dans ce domaine. Une petite remarque au passage, c'est qu'en général, quand on va chercher dans les bouquins qui donnent des valeurs tabulées, eh bien on aura essentiellement les chaleurs de réaction à pression constante, c'est-à-dire qu'on va vous donner à peu près toujours des delta RH plutôt que des delta RU. Et donc, bien entendu, la nécessité, c'est d'avoir une relation entre delta RH et delta RU. Parce que si vous avez besoin de connaître delta RU et que les valeurs tabulées ne vous donnent que des delta RH, vous n'allez pas vous en sortir si vous n'avez pas cette relation entre delta RH et delta RU. Alors on part toujours pareil, on part de H égale U plus PV, c'est la définition de l'enthalpie et de l'énergie interne.
dH égale du plus d de PV, et là, deux cas se présentent. Tous les composés sont condensés, c'est-à-dire que le produit PV est alors faible et qu'il varie de façon tout à fait négligeable au cours de la réaction, et donc d de PV pratiquement égal à 0, cela signifie que dH égale pratiquement égal à du, ou encore delta RH pratiquement égal à delta RU. Mais s'il y a un ou des composés gazeux, alors dans PV, ce sont essentiellement les volumes de gaz qui interviennent. Et on va pouvoir utiliser PV de gaz égale quantité de gaz, nombre de moles de gaz, que multiplie RT comme ceci. Et on doit ensuite expliciter ce qui se passe lorsque la réaction se déroule. C'est ce que je vous propose ici pour la réaction AA. Le composé A étant gazeux, le composé B étant également gazeux, tous les composés étant en définitive gazeux, je vous propose de rajouter une colonne sigma n, nombre total de moles de gaz. À T0, vous allez avoir N0A, N0B, N0C, N0D, et la quantité totale, je vais l'appeler N0, en posant N0 égale N0A plus N0B plus N0C plus N0D. Et ici, je vais donc pouvoir écrire à un instant t quelconque, lorsque l'avancement de la réaction vaut xi, N0A moins A xi pour A, N0B moins B xi pour B, pour C et pour D, il y aura le plus. Et juste une petite remarque que je vous ai déjà faite, c'est que pour le composé D, vous avez N0D plus D xi, ça ne signifie pas plus une variation infinitésimale de xi. C'est xi que multiplie le coefficient stoichiométrique D du produit D. Et la quantité totale, c'est N, dans laquelle on a N égale N0, tous les N0, comme on l'a vu, restent là, mais on va avoir C plus D moins A moins B, xi, comme ceci. Donc la quantité de composé qui s'est formé ou qui a disparu, il y a C et D fois xi et A moins B fois xi qui ont disparu. Et donc ici, comme PV égale sigma n gaz RT, je vais pouvoir écrire DH égale DU plus RT, D de sigma n gaz. Et donc D de sigma n gaz, eh bien vous voyez que dans l'expression que j'avais, le N0 ne va pas intervenir dans l'expression. Tout ce qui va intervenir, c'est C plus D moins A moins B d'xi. Et donc ici, je suis rendu à DH égale DU plus RT, C plus D moins A moins B d'xi. Et si je note delta Rn, le D de sigma n sur dxi, eh bien, je vais être rendu à delta RH. Vous voyez que dans l'expression qui est au-dessus, l'avant-dernière expression DH égale DU plus RT, C plus D moins 1 moins B d'xi, DH sur dxi c'est delta RH, égale DU sur dxi, c'est-à-dire delta RU, plus RT, delta Rn, vous voyez que le delta Rn c'est C plus D moins A moins B. Donc delta Rn c'est la variation du nombre de moles de gaz au cours de la réaction, lorsque l'avancement de la réaction vaut xi égale 1 mol. Détermination de l'enthalpie d'une réaction. C'est extrêmement important. Donc, on va faire un petit rappel préliminaire de ce qu'on avait vu auparavant. C'est que delta RH, pour une réaction, va varier avec les coefficients stoichiométriques. En particulier, si j'écris la réaction AA plus BB donne CC plus DD et que je dis que l'enthalpie de la réaction, c'est delta RH, eh bien, je vais avoir 2 delta RH. Je vais avoir delta RH' pour la même réaction, mais en multipliant tous les coefficients stoichiométriques par 2. Cela revient à dire que delta RH' égale 2 delta RH. Et donc, c'est une règle que je vous propose de retenir, même si elle est tout à fait évidente, c'est que lorsqu'on multiplie tous les coefficients stoichiométriques par un nombre non nul, le delta RH pour cette même réaction est multiplié par ce même nombre non nul.
Détermination expérimentale de l'enthalpie d'une réaction. Lors de la réaction A plus BB donne CC plus DD, on constate que la variation de température, une variation de température qui indique qu'une quantité de chaleur QR est échangée. Mais selon que la réaction se déroule à pression constante, alors on aura Q de la réaction QR, que je noterai QRP égale xi delta RH, et si elle se fait à volume constant, j'écrirai QRV égale xi delta RU. Et pour déterminer QR, on décompose la réaction en deux phases, comme on l'a déjà vu. Vous vous souvenez, je vous ai dit le déroulement de la réaction en abscisse, en ordonnée la température, on fait la réaction à la température TR, tout le segment vert signifie que la réaction se déroule et que la chaleur produite ou absorbée ne produit pas de variation de température, et lorsque la réaction est terminée, eh bien cette chaleur va provoquer un échauffement du système si la réaction est exothermique, c'est-à-dire si QR est négatif, et un refroidissement du système si la réaction est endothermique, c'est-à-dire QR positif. Et maintenant, on va établir la relation entre QR et la variation de température du système. On considère en général que pour faire cet établissement, pour établir cette relation, on va considérer en général que le système est adiabatique, c'est-à-dire que en fait QR qui va être mise en œuvre servira intégralement à faire varier la température du système, et j'insisterai encore lourdement là-dessus, du système tel qu'il est à l'état final. Il me semble très important d'insister là-dessus parce qu'il ne faut vraiment pas le louper. Et ensuite, eh bien, on va exprimer Qt, c'est la quantité de chaleur associée à la variation de température du système tel qu'il est à l'état final. On a delta de Qt, petit delta bien sûr, égale C du système final dt. Vous allez dire que j'insiste lourdement sur le système final, mais ça me semble absolument essentiel. Donc Qt égale intégrale entre TR, température à laquelle s'est effectuée la réaction, et TF, température finale du système, C du système final dt. Et donc QR plus Qt égale 0, où Qt égale moins xi delta RH ou xi delta RU, selon que la réaction se faisait à pression constante, ce sera moins xi delta RH, et si la réaction se fait à volume constant, ce sera Qt égale moins xi delta RU. Et on va maintenant passer à une autre méthode, c'est utiliser des valeurs tabulées. Alors en thermodynamique, il existe un grand nombre de valeurs accessibles dans les tables, et leur utilisation, bien entendu, suppose une bonne connaissance des définitions de chacune de ces valeurs. Si on a une valeur mais qu'on ne sait pas à quoi elle correspond, ça ne sert à peu près à rien. On va commencer par parler des enthalpies de formation. Alors, on va commencer par définir ce qu'est une réaction de formation. Vous voyez, je vous ai écrit la réaction de formation d'un composé a pour réactif les corps purs simples constitutifs du composé dans leur état le plus stable à la température et la pression que l'on met en œuvre et en quantité telle que une mole de composé est obtenue à l'exclusion de tout autre produit. Et l'enthalpie de formation du composé est définie, toujours pareil en précisant température et pression, comme la variation d'enthalpie de la réaction de formation. Par exemple, si je mets 1,5 de N2 gaz plus 3,5 de H2 gaz, je fabrique une mole de NH3 gaz à T et P fixés, et bien la variation d'enthalpie de cette réaction sera l'enthalpie de formation de NH3. En revanche, vous voyez bien que si je veux écrire la réaction de formation de H2 gaz, eh bien je devrais partir de H2 gaz, c'est-à-dire que à température et pression quelle qu'elle soit, mais pourvu qu'elle soit définie au départ, eh bien on aura l'enthalpie de formation de H qui est égale à 0. J'ai dit quelle qu'elle soit, il faut quand même que la température et la pression soient telles que H2 soit bien à l'état de gaz, que ce soit l'état gazeux qui soit le plus stable
à température et pression considérée. En revanche, si je considère la réaction de formation de O3, ça c'est une réaction de formation. O3 est obtenu à partir de O2, mais il faudra mettre 3 demi-moles de O2 pour fabriquer une mole de O3. Eh bien, l'enthalpie de formation de O3 sera bien entendu différente de 0. Et de la même manière, le carbone existe sous deux variétés allotropiques bien connues, le graphite et le diamant. Eh bien, pour passer de ces graphites à ces diamants, on a bien toujours le même élément, mais pas dans le même état, ce n'est pas le même composé. On sait tous que le graphite n'a pas la valeur marchande du diamant, mais bien quand on passe du graphite au diamant, l'enthalpie de formation sera différente de 0 également. On va évoquer d'autres cas. Je vous dis ici, 1,5 de H2 donne H gaz, et donc ici, ça veut dire que la molécule H2 est dissociée, et pour obtenir un seul atome de H, eh bien, je devrais partir de une demi-molécule de H2, donc comme ceci, et là, bien entendu aussi, l'enthalpie de formation de H est différente de 0. Ces graphites donnent ces gaz. Ça, c'est une autre possibilité. Le graphite, il peut devenir du diamant, mais il peut devenir aussi du carbone gaz. Et bien, à ce moment-là, vous voyez que l'enthalpie de formation de ces gaz sera égale à l'enthalpie de sublimation du C graphite, puisqu'on passe C graphite solide à C gaz, c'est donc de la sublimation comme ceci. Mais forcément, cette transformation sera, l'enthalpie de cette réaction sera très différente de 0, elle sera même très très fortement positive. On va maintenant évoquer une loi extrêmement importante lorsqu'on fait de la thermochimie, c'est la loi de Hess. En fait, c'est une application du fait que l'enthalpie est une fonction d'état. On va faire un schéma, on va d'abord écrire la réaction pour laquelle on veut exprimer delta RH. Bien entendu, la température et la pression sont fixées. Ici, je vais commencer par faire une première étape. Je vais prendre les composés A et B en quantité petit a et petit b et je vais les décomposer en leur corps simple constitutif à T et P dans leur état le plus stable. Mais le principe de base d'une réaction chimique, c'est que tous les atomes que j'ai à gauche doivent se retrouver à droite. Et donc ici, ce que je peux vous dire, c'est que ces corps simples constitutifs de A mol de A et B mol de B, ça va être les mêmes que ceux qui sont constitutifs de C mol de C et D mol de D. Ça, j'ai mis même identique plus que égaux, c'est la même chose, strictement la même chose. C'est sur cette base-là que l'on construit les réactions chimiques. Ici, je vais pouvoir ensuite fermer boucler la boucle. Alors on est bien d'accord que ce que j'ai écrit en bas, ce n'est pas deux états, c'est le même état. J'ai voulu faire ressortir le fait qu'on avait bien la même chose à gauche et à droite dans la partie basse pour l'instant. Ici, je vais avoir delta RH1 pour la transformation de AA et BB en éléments corps simple constitutifs de ces molécules. Et ici, je vais avoir delta RH2 pour la réaction corps simple constitutif des molécules C et D en CC et DD comme ceci. Et l'application du fait que l'enthalpie est une fonction d'état, je vais pouvoir dire que delta RH réaction directe égale delta RH1, la réaction qui passe par les corps simples constitutifs, qui fabrique les corps simples constitutifs, plus delta RH2, c'est-à-dire la réaction qui consomme les corps simples constitutifs pour fabriquer les composés de la réaction. Et ici, delta RH1 est associé à la réaction de décomposition de A mol de A et B mol de B en leur corps simple constitutif dans leur état le plus stable, à T et P. Donc ici, je vais pouvoir dire que delta RH1, c'est moins A fois l'enthalpie de formation de A, moins B fois l'enthalpie de formation de B, puisque ce que j'ai fait au cours de delta RH1, c'est décomposer A mol de A en ces corps simples constitutifs
et bémol de B en ces corps simples constitutifs, les deux fois pris dans leur état le plus stable à T et P. Et de la même manière, dans delta RH2, qu'est-ce que je fais? Je pars des corps simples constitutifs de C et D dans leur état le plus stable et je fabrique C mol de C et D mol de C. Donc delta RH2 égale C, delta F, enthalpie de formation de C, plus D fois l'enthalpie de formation de D. Et donc, lorsque je retouche tout ça, il vient delta RH égale enthalpie de formation des produits affectés de leur coefficient stoichiométrique moins enthalpie de formation des réactifs affectés de leur coefficient stoichiométrique. Qu'on exprime cette formule rouge peut s'exprimer avec une phrase: l'enthalpie d'une réaction à T et P est égale à la différence entre les enthalpies de formation des produits et celle des réactifs, avec pour chaque composé qui est affecté de son coefficient stoichiométrique. On va maintenant parler des énergies de liaison. Alors la formation d'une liaison chimique dégage de l'énergie, sa rupture en consomme. Eh bien, on va définir l'énergie de liaison comme celle qui accompagne la réaction. Je prends la molécule AB, molécule diatomique avec deux atomes A et B et à l'état de gaz, et je vais fabriquer A gazeux plus B gazeux, donc les deux atomes gazeux. La température et la pression seront définies, et ce que je vous dis, c'est que l'énergie de cette réaction, ce sera l'énergie de la liaison AB. On peut remarquer de suite que comme on travaille à pression fixe, eh bien EAB, ça en fait la dimension d'une enthalpie. Vous vous rappelez, pour les réactions à pression constante, la chaleur de réaction est égale à la variation d'enthalpie du système. Bien ici, à pression constante, on a cette énergie qui est égale à la variation d'enthalpie, à l'enthalpie de la liaison AB. Et on va faire ici quelques remarques sur l'énergie de liaison. D'abord, l'enthalpie de formation de H, on en a déjà parlé précédemment. 1,5 de H2 gaz donne H gaz. Ici, on peut dire que l'enthalpie de formation de H, c'est 1,5 de l'énergie de la liaison HH. Vous voyez que j'ai pris 1,5 de H2, donc je vais casser une demi-liaison HH. Une demi-mole de liaison, bien entendu, pas une liaison unitaire. Une molécule constituée de plus de deux atomes possède plusieurs liaisons. Elle est donc affectée d'une énergie d'atomisation. Par exemple, H2O, gaz, donne 2H gaz plus O gaz. En fait, vous savez que dans H2O, nous avons deux liaisons OH. Eh bien, ici, je vais dire que l'énergie d'atomisation de H2O, c'est deux fois l'énergie de la liaison OH. Dans H2O, il y a deux liaisons OH. Pour atomiser H2O, je dois casser deux liaisons OH, c'est ce que j'ai mentionné ici. J'insiste une dernière fois sur le fait que les composés de départ et les atomes isolés que l'on obtient à la fin doivent être à l'état gazeux. En fait, j'ai mis un petit c, c'est juste un petit rappel, mais bon, c'est important de le faire. Et on peut calculer delta RH avec les énergies de liaison si tous les composés sont gazeux. Ici, j'ai pris que des composés gazeux. Vous voyez qu'avec delta RH, 1 comme ceci, je vais passer aux atomes gazeux constitutifs de A mol de A et B mol de B à T et P, et que ces atomes gazeux constitutifs de A mol de A et B mol de B, ce sont rigoureusement les mêmes qui sont constitutifs de C mol de C et D mol de D, comme ceci. Et là, je vais passer de ces atomes gazeux constitutifs de C mol de C et D mol de D à C mol de C et D mol de D. Ici, je vous écris que delta RH égale delta RH1 plus delta RH2, et je vais vous écrire que delta RH1 égale A fois l'énergie d'atomisation de A plus B fois l'énergie d'atomisation de B, et que delta RH2 égale, vous voyez que je fais l'inverse de l'atomisation dans delta RH2, je pars des atomes gazeux pour arriver aux molécules. Donc c'est l'inverse de l'atomisation, donc moins C fois l'énergie d'atomisation de C,
moins D fois l'énergie d'atomisation de D. Et donc delta RH égale A fois l'énergie d'atomisation de A plus B fois l'énergie d'atomisation de B, moins C fois l'énergie d'atomisation de C. Alors, comme j'ai mis la parenthèse, c'est D fois l'énergie d'atomisation de D. Dans le cas où tous les composés ne sont pas gazeux, il va falloir introduire des étapes supplémentaires. Alors, je ne vais pas nécessairement faire des calculs, mais je vais un petit peu vous préciser la marche à suivre. Ici, vous voyez, dans cette réaction, j'ai mis A liquide et C solide. Eh bien, ici, je dois passer à A gaz plus B gaz à T et P identiques, avec delta RH' que là je pourrais calculer à partir des énergies de liaison, puisque tous les composés sont gazeux. Et puis ensuite, eh bien, je vais passer des composés gazeux aux composés solides, enfin à C solide et à D gaz, comme noté ici. Ici, pour passer du liquide au gaz à la température correspondante, je dois employer delta vap H de A. Et ici, je dois employer delta sub H de C. Et donc ici, j'ai delta RH égale delta RH' plus A fois delta vap H de A moins C fois delta sub H de C. Et ensuite, eh bien, on peut calculer delta RH' avec les énergies de liaison. Les valeurs de delta RH calculées avec les énergies de liaison sont moins précises qu'avec les enthalpies de formation, parce que les valeurs de ces énergies de liaison que l'on donne, que vous allez trouver dans les tables, ce sont des valeurs moyennes, et que ces valeurs moyennes ne correspondent jamais très exactement à la situation que l'on considère. Si par exemple j'utilise l'énergie de la liaison CH, je peux vous garantir qu'entre la molécule C2H6 et CH3COOH, l'énergie de la liaison CH n'est pas strictement la même. Enthalpie de combustion, eh bien ici, on va dire que cette enthalpie de combustion est surtout utilisée pour les composés organiques riches en C, en carbone et en hydrogène, et pour lesquels elle donne des valeurs fortement négatives, c'est-à-dire qu'elles sont très exothermiques, elles dégagent beaucoup de chaleur. On obtient en général du CO2 gazeux et de l'eau liquide. Exemple, si je prends de l'éthanol, C2H5OH liquide, que je fais brûler en présence de O2, j'ai mis la quantité de O2 nécessaire, ça me fait 2 CO2 gaz plus 3 H2O liquide. Et la quantité de O2 introduite, vous voyez, correspond bien aux besoins de la réaction. Utilisation des valeurs tabulées. Ici, on va voir 3 exemples. Le premier, calcul d'une température de flamme. Certaines réactions très exothermiques, comme je vous l'ai dit, provoquent de forts échauffements du système. H2 plus Cl2, ce sont deux composés gazeux qui vont donner 2 HCl de gaz, donc je n'ai pas mis gaz partout, mais c'est tout du gaz. Eh bien, à T0, si j'ai N, N' est 0, à T final, si l'avancement veut xi, je vais avoir N moins xi, N' moins xi et 2 xi. Et donc, à P constante, on a QR égale xi delta RH. Et à V constant, bien sûr, on aurait QR égale xi delta RU. Je vais faire le calcul avec xi delta RH, mais vous concevez facilement que avec xi delta RH ou avec xi delta RU, ça ne change pas radicalement les manipulations mathématiques à faire. Il reste à exprimer Qt. En fait, Qt, je vous rappelle que c'est pour le système tel qu'il est à la fin de la réaction. Donc on va avoir le TI, c'est-à-dire la température à laquelle s'effectue la réaction. On va intégrer entre cette température et TF celle du système à l'état final. Et donc on va faire la somme des capacités calorifiques dt. Ici, le sigma C représente la capacité calorifique du système final. Donc vous voyez que sigma C, eh bien j'ai dit que c'était N-6 mol de H2, N'-6 mol de Cl2 et 2 xi mol de HCl. Donc je mets les capacités calorifiques de chacun de ces composés affectés
nombre de moles qu'il présente dans le milieu à la fin de la réaction. Et donc après, une fois qu'on a ceci, si on a toutes les valeurs tabulées, si on a toutes les valeurs des C et ainsi de suite, et le delta RH ou le delta RU, c'est extrêmement simple, calculer la température finale. Bien entendu, ceci suppose que le réacteur a une capacité calorifique nulle, sinon en général on le donne et on doit le rajouter dans le calcul. Calcul d'une énergie de résonance. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait vu en atomistique. Je vous conseille de retourner voir un petit peu ça. Le calcul de delta RH une réaction peut se faire par plusieurs voies, mais je vous en propose deux. On utilise les delta FH ou on utilise les énergies de liaison. En général, les valeurs par ces deux voies sont relativement voisines. Mais quelquefois, on obtient des valeurs extrêmement différentes qui sont liées au fait qu'on a une anomalie structurale. Alors j'ai mis anomalie structurale, qu'on a en fait un problème de mauvaise prise en compte de la structure du composé considéré. Et je vous propose donc de voir ceci dans le cas, bien entendu, le plus courant, le plus systématiquement cité, c'est le benzène. Alors le benzène, on peut écrire sa formule de Kekulé, que je vous propose là. Vous voyez que dans la formule de Kekulé, on a 6 liaisons CH, on a 3 simples liaisons CC et 3 doubles liaisons CC. Donc, si on utilise les méthodes qu'on a déjà vues pour calculer l'enthalpie de formation ou l'enthalpie d'une réaction à partir des énergies de liaison, on a déjà vu ça précédemment, on peut constater, alors si on utilise d'abord les enthalpies de formation sur la base des énergies de liaison, c'est bien de ça qu'il s'agit. Si on utilise la méthode déjà rencontrée avec les énergies de liaison, on devrait avoir une enthalpie de formation de 203,3 kJ par mol pour le benzène. Et en réalité, lorsqu'on l'exprime, lorsqu'on la calcule expérimentalement par exemple, on constate qu'on arrive à 55 kJ par mol. Cela veut dire qu'on a une variation de 148,3 kJ par mol. Cette variation est trop importante pour être liée seulement aux imprécisions, au fait qu'on a utilisé des valeurs moyennes. Quelques kilojoules par mol, ça irait, mais pas 148,3 kilojoules par mol. Mais en fait, on explique ceci par le fait que le benzène, tel que je vous l'ai proposé là, est présenté avec 3 liaisons simples et 3 liaisons doubles dans le cycle carboné, mais en réalité, dans le benzène, on a les 3 doubles liaisons qui ne sont pas aussi ponctuelles, mais qui sont délocalisées sur tout le cycle. Et en fait, les 6 atomes de carbone sont parfaitement équivalents. Les 6 liaisons carbone-carbone ont même longueur, qui est comprise entre la longueur d'une liaison simple et la longueur d'une liaison double. Et donc, en réalité, c'est le phénomène de résonance qui explique l'essentiel de la différence de 148,3 kJ par mol entre l'enthalpie de formation calculée à partir des énergies de liaison et l'enthalpie de formation déterminée expérimentalement. On va maintenant voir comment évolue delta RH avec la température. Et alors on va commencer par le cas où les composés ne changent pas d'état entre les deux températures. Ici, j'ai des composés, vous voyez, ils ont A est liquide, B est gazeux, C est solide, D est gazeux. J'aurais pu prendre n'importe quel état, mais en fait, ce qui est important, à la température T, j'ai delta RH. À la température T', j'ai delta RH', mais ce qui est important ici, c'est de remarquer que A est liquide à T et T', que B est gazeux à T et T', que C est solide à T et T', et que D est gazeux à T et T'. Donc il n'y a pas de changement d'état des composés entre les deux températures. Ici, je vais écrire delta H1 pour le premier, je vais écrire delta H2 pour la dernière réaction,
Et je vais, puisque l'enthalpie est une fonction d'état, dire que delta RH égale delta RH' plus delta H1 plus delta H2. Vous voyez que le chemin direct c'est delta RH, le chemin qui passe par en bas c'est delta H1 plus delta RH' plus delta H2. Je les ai un peu réarrangés, mais on a bien les mêmes choses. Delta H1, qu'est-ce qui se passe sur delta H1? Eh bien, on voit la température passer de T à T' pour A mol de A et B mol de B sans changement d'état, ni pour A ni pour B. Et donc, delta H1, ce sera l'intégrale de T à T' de A Cp de A plus B Cp de B dt. De la même manière, delta H2, c'est l'intégrale entre T' et T des constituants qui voient leur température varier. Et vous voyez que j'ai réarrangé tout ça en mettant moins, et j'ai bien mis la même chose, mais en revanche, j'ai mis entre T et T' dans le second cas. Et donc, si je fais delta H1 plus delta H2, vous voyez que cela nous fait intégrale entre T et T' de A Cp de A plus B Cp de B, moins C Cp de C, moins D Cp de D dt. Ici, c'est bien moins D Cp de D et non pas plus D Cp de D. Ici, comme ceci, j'ai donc delta RH' égale delta RH plus intégrale entre T et T' de delta R Cp dt. Le delta R Cp, c'est donc, là vous voyez, j'ai bien mis le signe moins comme il faut, C de Cp, C fois Cp de C, plus D fois Cp de D, moins A fois Cp de A, moins B fois Cp de B, comme ceci. Et donc, l'expression est valable si on n'a pas de changement d'état d'un ou plusieurs produits entre T et T'. Et je vous propose donc de constater que sinon, il faudra rajouter des étapes qui prennent en compte ces changements d'état. Là, je vous propose une réaction simplifiée. A solide, delta RH à T et P donne B gaz comme ceci. Là, je vais passer à T' pour laquelle en fait le A devient liquide. À T', A n'est plus solide mais il est liquide. En revanche, B est toujours gazeux. Donc ici, delta H1, delta H2. Le delta H1 ne peut pas s'exprimer directement puisqu'il faut tenir compte du changement d'état. Et donc, on va exprimer delta H1. Voilà. On va dire que A solide à T et P donne A liquide à T' et P. Et là, on va faire un chemin complet pour décrire toutes les étapes qui mènent du point de départ A solide à A liquide à la température T'. Première chose, je vais emmener A solide de la température T à la température de fusion. Température de fusion qui est forcément supérieure à la température T puisque le produit passe ensuite, le composé passe ensuite à l'état liquide. Ensuite, là c'est delta H'1. Ensuite, eh bien, je vais passer à A liquide à la température de fusion, A mol bien entendu chaque fois, et ici, je vais avoir delta H'2 et enfin delta H'3 qui m'amènera A liquide à la température TF jusqu'à A liquide à la température T'. Ici, delta H1 égale delta H'1 plus delta H'2 plus delta H'3. Delta H'1 et delta H'3 correspondent à des variations de température et delta H'2 correspond à la fusion de A mol de A à TF et sous la pression P. Et donc ici, vous voyez ce qu'il va se passer, c'est que je vais donc pour delta H'1 écrire A fois le Cp de A solide dt, donc le delta H'1, ce sera intégrale entre T et température de fusion de A fois le Cp du solide dt. Pour delta H'3, je dirais que c'est intégrale entre Tf et T' de A Cp de A liquide dt et que le delta H'2,
c'est l'enthalpie de fusion, c'est-à-dire à fois la chaleur latente de fusion de A solide. Si c'est de fusion, forcément c'est de solide. On va terminer ce chapitre avec évolution de delta RH avec la pression. En fait, ce paragraphe va être très rapide. Ce que je vous dis, c'est que la pression joue très peu sur la valeur de delta RH et on admettra un effet nul de cette pression. Delta RH, donc, on peut dire, est à peu près indépendant de la pression.